Mais quelle râleuse, mais c'est pas possible. T'es- t'es- C'est t'es- moi râleuse. Oh là là. euh, Jamais je râle, jamais. si seulement les gens savaient. Je ne suis pas des gens râleuses. Non, jamais, jamais, jamais. Bon, allez. Tu sais ce que tu vas dire aujourd'hui ou pas? C'est une femme extraordinaire. Oui, on sait, on sait, on sait, mais à part ça. À part ça, attends, je reprends. Ah, on vient d'avoir un mail. Je te le dirai après. À part ça, ça va. Bon. On va le dire comme ça. Et puis, je vais sur... D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cogito.com. on va sur Cogito, oui. En compagnie de notre louloute nationale. Internationale et bien sûr intergalactique. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, capsule santé. Santé, à votre santé, monsieur, dame, s'il vous plaît. À votre santé, oui. Chine. Chin chin. Oui, mais de France quand même. Je voulais vous dire, il semble qu'il y ait des personnes qui ont des difficultés à nous trouver, mais on n'a jamais quitté le web. Le problème, c'est que ces personnes utilisent régulièrement Google. Il faut se séparer malheureusement de Google parce que Google nous bloque. Donc, pour l'instant, après ça devrait aller. Mais quelques jours, ça devrait fonctionner. vous avez plein d'autres possibilités sur Internet. Pour ceux qui ont un Apple, eh ben, au lieu de travailler avec Google, vous travaillez avec Safari. Ou alors vous travaillez avec Brave, en français B-R-A-V-E. Ou alors vous travaillez avec Firefox, Opera, ou alors WaterFox. Et vous verrez, il y a plein de possibilités. Si vous voulez vraiment nous trouver, vous nous trouvez. Alors c'est parfois un petit peu agaçant de lire des commentaires. Mais où étiez-vous passé? Où c'est que vous êtes? Ben, nous, on n'a pas cessé d'être là et on continue de plus en plus. On vous fait quasiment des capsules tous les jours. Donc tout ça, c'est sur cogito.com. Voilà, c'est vrai qu'on a eu des problèmes, mais on essaye de les réparer, même si on découvre tous les jours des choses extrêmement désagréables. Mais comme dit, la justice divine réglera ce problème et plus rapidement qu'on ne le croit. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un légume extrêmement courant et à la fois surprenant. C'est le céleri. Le céleri, oui, le céleri qui est soit en racine, soit en branche. Et figurez-vous que 4 branches de céleri par jour suffisent à réduire l'hypertension artérielle et bien d'autres choses encore. C'est un produit miraculeux, j'en ai déjà parlé, c'est un légume miraculeux, j'en ai déjà parlé dans certains de mes livres, et surtout dans le traitement contre le cancer, c'est très utile et nécessaire. Alors il existe une fausse idée selon laquelle le céleri ne serait rien d'autre qu'un aliment croquant et hypocalorique utilisé pour calmer la faim. Or, rien n'est plus faux. Une simple branche de céleri, souvent réservée au régime d'ailleurs, a de nombreux effets bénéfiques sur la santé, notamment sur la tension artérielle et le système cardiovasculaire. Le tueur silencieux. Chaque fois que votre cœur bat, il pompe le sang dans les vaisseaux qui transportent le sang dans tout le corps. La force du sang poussant contre les artères lorsqu'il est pompé par le cœur définit la pression artérielle. En résumé, plus la pression est élevée, plus le cœur doit pomper fort, donc plus il nécessite un exercice qu'il ne devrait pas faire. La tension artérielle normale d'un adulte est d'environ 12,8. Le chiffre supérieur représente la pression dans les artères lors de la contraction du muscle cardiaque, pression systolique, et le chiffre inférieur représente la pression lorsque le cœur se relâche, c'est la pression diastolique.
Mais je vous rassure, vous avez des gens qui ont une tension haute tout à fait naturellement et qui vivent très bien, et d'autres qui ont une tension basse depuis toujours et qui vivent pas plus mal. Donc ça dépend toujours de l'individu, de l'alimentation et de votre mode de vie. Toute valeur supérieure à 14,9 indique généralement une tension artérielle élevée. Et bien sûr, plus la tension artérielle est élevée, plus le risque de dommages au cœur, aux vaisseaux sanguins et aux organes principaux tels que le cerveau et les reins est important. Loulou, t'as raté ton tour, non? Oui, je t'ai laissé. Bon, alors, je reprends la dernière strophe et tu vas reprendre ton tour de manège. Allez, t'en es manège. La tension artérielle normale d'un adulte est d'environ 12,8. Le chiffre supérieur représente la pression dans les artères lors de la contraction du muscle cardiaque, pression systolique, et le chiffre inférieur représente la pression lorsque le cœur se relâche, c'est la pression diastolique. Alors, toute valeur supérieure à 14,9 indique généralement une tension artérielle élevée. Et bien sûr, plus la tension artérielle est élevée, plus le risque de dommages au cœur, aux vaisseaux sanguins et aux organes principaux, tels que le cerveau et les reins, est important. Mais la plupart des personnes souffrant d'hypertension artérielle ne présentent aucun symptôme. Ce qui explique pourquoi on l'appelle souvent le tueur silencieux. Parfois, cependant, l'hypertension peut provoquer des symptômes tels que des maux de tête, un essoufflement, des vertiges, des douleurs thoraciques, des palpitations, des saignements de nez, etc. Mais voilà, si elle n'est pas contrôlée, l'hypertension artérielle peut entraîner une crise cardiaque, une hypertrophie du cœur et, à terme, une insuffisance cardiaque. Les vaisseaux sanguins peuvent même développer des anévrismes et des points faibles, ce qui les rend plus susceptibles de se boucher et d'éclater. En outre, l'hypertension artérielle peut entraîner une fuite de sang dans le cerveau et provoquer un accident vasculaire cérébral. Si elle n'est pas traitée, l'hypertension peut également entraîner une insuffisance rénale et la cécité. La cécité, c'est lorsque vous devenez aveugle. Alors, comment réduire la tension artérielle de manière naturelle? Avec du céleri, bien sûr. Le céleri pour la tension artérielle. Selon le docteur Josh Axe, des études pharmacologiques récentes ont démontré que le céleri possède des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui contribuent à améliorer la tension artérielle et le taux de cholestérol et à prévenir les maladies cardiaques. Un certain nombre d'aliments contiennent des composés antihypertenseurs, et le céleri en particulier. Et le céleri en particulier contient un composé qui n'est pas seulement responsable de l'odeur caractéristique, mais qui s'avère également capable de réduire la tension artérielle, selon une étude pilote publiée dans Natural Medical Journal. Bravo. L'étude a révélé qu'une petite quantité du composé de céleri réduisait la tension artérielle de 12 à 14% et le cholestérol d'environ 7% chez les animaux. Si l'étude a montré que l'extrait de céleri aide à prévenir les accidents vasculaires cérébraux, à améliorer la circulation sanguine, à protéger le cerveau et à améliorer la production d'énergie chez les animaux, les chercheurs ont également trouvé des preuves qui pourraient soutenir la consommation de céleri entier pour réduire l'hypertension artérielle. Oui. Attends, j'arrive. Non mais si tu t'habilles pour prendre le train, là c'est pas possible, hein? Les chercheurs ont constaté que lorsque l'un des animaux a mangé un quart de livre de céleri chaque jour pendant une semaine, sa tension artérielle est passée de 15,9 à 11,8. Est-ce que tu peux répéter c'est parce que on a compris. Est-ce que tu peux répéter parce qu'on a compris agneau? Agneau? Oui, t'as avalé tes mots. Alors tu vas te concentrer là et tu vas reprendre depuis le début. Les chercheurs ont constaté que lorsque l'un des animaux a mangé un quart de livre de céleri chaque jour pendant une semaine,
la tension artérielle est passée de 15,9 à 11,8. Ça te va? Je continue. Le céleri agit à la fois comme diurétique et comme vasodilatateur. Il élargit les vaisseaux sanguins. L'étude montre également que le céleri peut abaisser le taux de cholestérol sanguin et réduire la formation de plaques artérielles. Cela peut également augmenter l'élasticité des vaisseaux sanguins et entraîner une baisse de la tension artérielle. Le céleri contient une substance phytochimique appelée phtalide. Le composé actif dans la composition chimique du céleri et sous forme d'extrait, il est appelé NBP. Non, ce n'est pas M. Mbappé, c'est NBP. Tu mens. Et je l'ai dit nonchalamment. Il est appelé NBP. Voilà. Et il est connu pour détendre les tissus des parois artérielles afin d'augmenter le flux sanguin et de réduire la pression artérielle. Selon le docteur Kenneth Schaefer du département de médecine cardiovasculaire de la Cleveland Clinic, il est préférable de consommer l'aliment entier plutôt que l'extrait. Le céleri entier est pauvre en sel, riche en fibres, en magnésium et en potassium, ce qui contribue également à réguler la tension artérielle. Pour bénéficier de ces bienfaits, il faut manger environ 4 branches de céleri par jour. Ça, une tasse de céleri haché, suggère le docteur Schaeffer. Les nombreux autres bienfaits du céleri pour la santé. Outre ses bienfaits bénéfiques sur la tension artérielle, le céleri est également une excellente source d'antioxydants et d'enzymes bénéfiques. En outre, le céleri contient des vitamines et des minéraux, notamment de la vitamine K, de la vitamine C, du potassium, de l'acide folique et de la vitamine B6. Et contrairement à d'autres légumes, même lorsque le céleri est cuit à la vapeur, bouilli ou blanchi, il ne perd que très peu de ses nutriments naturels. Il n'est donc pas surprenant que le céleri soit un excellent légume à grignoter lorsque l'on surveille son poids. Une tige ne contient que 10 calories. Mais ce n'est pas tout. Le céleri offre également toute une série de bienfaits. Tout d'abord, il réduit l'inflammation. Par conséquent, toute personne souffrant de douleurs articulaires, d'infections pulmonaires, d'asthme et d'acné peut trouver un soulagement en mangeant du céleri. Le céleri aide à rester calme. Les minéraux qu'il contient, en particulier le magnésium, apaisent le système nerveux. Consommez donc une branche de céleri avant de vous coucher pour mieux dormir. Il contribue à l'équilibre alcalin de votre corps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, Loloute? Eh bien, alcalin, ça t'évite d'être en acidose et puis c'est important, il ne faut surtout pas être en acidose. Exactement, ça nous permet de maintenir justement le corps dans un certain équilibre pour ne pas favoriser le développement de l'oxydation à travers l'acidose et à la fois le développement des maladies parce que toutes les maladies, la plupart du temps, amènent le corps en acidose. Donc le céleri fait partie de ces légumes comme l'avocat, la banane, entre autres, qui facilite le maintien du pH. Le céleri facilite la digestion. La forte teneur en eau du céleri, associée aux fibres insolubles, en fait une excellente source pour évacuer les sels. Ça, on en a déjà parlé. Vous savez, dans la capsule sur les cacas qui flottent et les cacas qui puent et qui restent dans le fond de la cuvette, Julien Papin qui fait des cacas qui puent, vous savez, celui qui s'occupe toujours de critiquer les sonneurs d'alerte, mais c'est normal. Oui. C'est normal, vous savez très bien que le caca, c'était considéré comme une humeur, et quand on regardait le caca, on savait quelle nature pouvait les avoir évacués. Or lui, il suffit de le regarder pour savoir que lui, c'est un caqueur qui pue. Cependant, en raison, donc
Donc, pourquoi le céleri est bon? Parce qu'il a il apporte de la fibre, qui va permettre soit au côlon, à l'intestin, de durcir les selles. C'est l'élément qui va permettre, un des éléments qui va permettre de durcir les selles. Et en même temps, il apporte beaucoup de liquides qui vont fluidifier et permettre le passage plus simple de cette matière fécale. Cependant, en raison de ses qualités diurétiques, il est préférable de ne pas le consommer si vous souffrez de diarrhée. Évidemment, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Le céleri contient une bonne quantité de sodium. Bien qu'il soit important d'éviter le sel pour la santé du cœur, le sodium contenu dans le céleri est en fait bon pour vous. Contrairement au sel de table, il est organique, naturel et essentiel à votre santé. Il est bon pour les yeux. Une grande branche de céleri vous apporte 5% de la vitamine A quotidienne qui aide à protéger les yeux et à prévenir les problèmes de vision qui sont liés à l'âge. Moralité, prenez à partir d'un certain âge régulièrement de la vitamine A. Le céleri peut contribuer à réduire le mauvais cholestérol. C'était pas à toi. Ah pardon, excusez-moi, là j'ai volé son tour. Alors. Le céleri peut contribuer à réduire le mauvais cholestérol. Le butylstalide, un composant du céleri qui lui donne sa saveur et son parfum, réduit également le cholestérol. Le céleri peut aider également à lutter contre certains cancers. 2 études menées à l'université de l'Illinois ont montré qu'un puissant flavonoïde présent dans le céleri, appelé lutéoline, inhibe la croissance des cellules cancéreuses, en particulier dans le pancréas. Une tasse de céleri contient environ 16 calories, 0 g de graisse, 1 g de protéines et 5 g de fibres. Il est important de noter que si la plupart des gens aiment manger les tiges de céleri, les feuilles et les graines sont également comestibles et très bénéfiques pour la santé. Formidable. Merci. C'est un article de Catherine Marco qui a été publié la première fois le 6 mai, semble-t-il, sur The Alternative Daily. Voilà. Écoutez, nous vous remercions. Quelle heure est-il, ma chère Loulou? Écoute, nous sommes à 18 minutes. Bon, alors, qu'allons-nous faire? Allons-nous arrêter là ou continuer pour informer? C'est comme tu veux. On va regarder dans santé. On a tellement de choses dans santé. Oui. Qui sont intéressantes. Oui, la vitamine D peut prévenir et traiter le diabète. Voilà. J'ignore si vous vous souvenez, mais pendant la pandémie en fait, je vous rappelle que pour nous soutenir, vous pouvez acquérir cet excellent ouvrage sur cogito.com qui est La vérité sur la pandémie, c'est Pandora 10, il y a plus de 500 pages, 530 et quelques pages d'informations, écrites en grand format, pour ne pas trop vous abîmer les yeux, nous avons pensé à tout. Et lorsque nous faisions un article sur la vitamine D, nous étions censurés systématiquement. Que ce soit sur Facebook, sur YouTube, partout. Aujourd'hui, on découvre que la vitamine D aurait pu sauver de nombreuses personnes. Alors on va tenter le coup et on va faire cet article. Nous verrons bien si nous sommes censurés. Cet article a été rédigé par Max Langen et à partir et pour l'orthomoléculaire médecine, qui est cette médecine orthomoléculaire qui aide à soigner justement de nombreuses pathologies avec des produits naturels.
Alors Louloute, toi, comme d'habitude, le bleu, le rouge, tout ça, c'est pour toi. On est Ah d'accord? oui, rouge aussi. Ah, tu ne veux pas le rouge? Oui. Tu n'aimes pas le rouge? Alors, la médecine orthomoléculaire, 2 mai 2023, plus de 460 millions de personnes, soit près de 6% de la population mondiale, souffrent de diabète de type 2, qui est la forme la plus courante. Je ne vous dis pas comment vous l'attrapez le plus souvent, hein, vous avez compris. Plus d'1 million de décès par an peuvent être attribués à cette maladie, ce qui en fait l'une des principales causes de mortalité. Et le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter dans le monde. Dans le monde. Point. À vous, Cognac Jay. Ah oui, pardon. Le diabète a plusieurs causes et facteurs de risque, notamment une alimentation malsaine. Non. Le manque d'activité. Stop. Non, mais t'as pas suivi. C'est... Ah non, non, je viens d'arriver sur la page. Ah oui, d'accord. Et le nombre de nouveaux cas ne cesse d'augmenter dans le monde. Oui, alors d'ici 2030, plus de 7% de la population sera atteinte de diabète de type 2. Combien de pourcents, Dame Lulutte? Comment? Combien de pourcents? 7%. Ce qui est énorme. C'est énorme. 480 millions, quoi, de personnes. Ah oui, non, mais c'est catastrophique quand même. Outre le nombre élevé de décès causés par le diabète au cours des années normales, non pandémiques, le diabète est également l'un des principaux facteurs de risque d'évolution sévère ou fatale du Covid-19. Une nouvelle méta-analyse montre que le diabète est responsable de 17% des décès dus au Covid-19. Le diabète est un facteur de risque important pour l'évolution fatale des maladies infectieuses. À ce jour, on démontre plus de 7,5 millions de décès officiels dus au Covid. D'après les résultats de la nouvelle méta-analyse, environ 1,3 million de ces décès auraient pu être évités si personne ne souffrait de diabète dans le monde. Le diabète a plusieurs causes et facteurs de risque, notamment une alimentation malsaine et pro-inflammatoire. Le manque d'activité physique, le surpoids, l'obésité, plusieurs carences en micronutriments et un dysfonctionnement mitochondrial. Oui. Le diabète peut être considérablement réduit et même inversé grâce à un régime pauvre en glucides, un régime cétogène ou le jeûne intermittent. Cependant, cet article se concentrera sur le rôle de la vitamine D. Alors, le dysfonctionnement mitochondrial, qu'est-ce que ça veut dire? Les mitochondries, je vous l'ai déjà expliqué, ce sont des petites batteries qui se trouvent au cœur de nos cellules et qui se rechargent au quotidien de façon tout à fait naturelle, avec le soleil, entre autres, et donc la vitamine D. Et quand vous avez un système immunitaire, une alimentation correcte. Mais les personnes atteintes de diabète ont évidemment plusieurs types de dysfonctionnements au niveau du système immunitaire. Et s'il y a ce dysfonctionnement mitochondrial, ça veut dire que les cellules n'ont plus l'énergie de fonctionner normalement et d'activer toute cette machine extraordinaire qu'est le système immunitaire pour se débarrasser des toxines. Au contraire, on les stoppe, on les stagne, on les garde en soi, d'où le surpoids, l'obésité, parce que ça en découle, le manque d'activité physique pour ne pas stimuler justement les mitochondries, et évidemment l'alimentation malsaine telle qu'elle nous est proposée au XXe siècle. Le diabète de type 2. Des données récentes montrent qu'un apport suffisant en vitamine D peut protéger contre les formes les plus courantes de diabète. Le diabète de type 2, le diabète de type 1 et le diabète gestationnel. Des méta-analyses d'études d'observation ont montré qu'un faible taux de vitamine D est un facteur de risque indépendant pour le développement du diabète de type 2.
Les personnes dont le taux de vitamine D est supérieur à 25 Ng par millilitre, je ne sais pas ce que c'est ça, ont 43% de risque en moins de développer un diabète de type 2 que celles dont le taux est inférieur à 14 Ng par millilitre. De même, une autre étude portant sur des personnes ayant un taux de glucose normal ou un prédiabète a montré que les personnes ayant un taux supérieur de 28 Ng au millilitre avaient 42% de chances en moins de développer ou d'évoluer vers un diabète de type 2 par rapport à ceux qui avaient, justement, un taux inférieur à 18. Plus de 460 millions de personnes, soit près de 6% de la population mondiale, souffrent de diabète de type 2, la forme la plus courante. Plus d'1 million de décès par an peuvent être attribués à cette maladie, ce qui en fait l'une des principales causes de mortalité. Mais ça, nous l'avons déjà vu. Ça s'est répété, il va falloir que je le retire. J'ai mal relu. C'est de ma faute. Alors, le diabète de type 2, des données récentes... Pardon. Le diabète de type 2, à toi, Louloute. À ce jour, on dénombre plus de 7,5 millions de décès officiels dus au Covid. D'après les résultats de la nouvelle méta-analyse, environ 1,3 million de ces décès auraient pu être évités si personne ne souffrait de diabète dans le monde. Tu peux continuer. Le diabète de type 2, tu peux y aller. Des données récentes montrent... Oui, c'est ça. Ah oui, d'accord. Des données récentes montrent qu'un apport suffisant en vitamine D peut protéger contre les formes les plus courantes de diabète. Le diabète de type 2, le diabète de type 1 et le diabète gestationnel. Les méta-analyses d'études d'observation ont montré qu'un faible taux de vitamine D est un facteur de risque indépendant pour le développement du diabète de type 2. De même, une autre étude portant sur des personnes ayant un taux de glucose normal, mais ça nous l'avons déjà vu. Lors d'un essai, alors là vas-y, continue. Lors d'un essai avec des femmes souffrant de résistance à l'insuline, stade préliminaire du diabète de type 2, et présentant une carence en vitamine D, une supplémentation quotidienne de 4000 unités, c'est ça? Unités, oui. Pendant plusieurs mois a amélioré la résistance à l'insuline et à la sensibilité à l'insuline davantage qu'un placebo. Alors, quand on dit 4008, vous avez souvent sur des petites bouteilles de vitamine D la concentration. Il y a marqué 1008. Et on vous dit, par jour, c'est entre 2, 3, 4 selon. En fait, c'est plutôt... Ça varie, les chiffres selon ce que tu achètes. Et puis, ça varie selon l'individu en question. Donc, c'est entre 4000 et 8, 9000 selon le patient en question. On ne sait jamais, il faut savoir quel est son taux de vitamine D, mais on sort les limites assez rapidement. En général, il existe un livre également sur la vitamine D, je vous l'avais montré. Plus on en prend, plus on va bien. Je ne sais plus où je l'ai mis. Mais c'est très important. De toute façon, c'est un complément très important, surtout si vous n'avez pas de soleil. C'est principalement les gens de l'hémisphère nord qui ont besoin de vitamine D parce qu'ils ne sont pas assez exposés au soleil. Il est donc important de noter que l'amélioration de la résistance à l'insuline était la plus forte lorsque le taux de vitamine D était égal ou supérieur à 32 Ng par millilitre. Ils ont constaté que le niveau optimal pour la réduction de cette résistance à l'insuline et donc pour la prévention du diabète de type 2 se situait entre 32 et 48 Ng. Dans le même ordre d'idées, une étude menée par l'organisation de santé Grassroots Health a montré qu'un niveau de 41 Ng était associé à un risque réduit de 60% de développer un diabète de type 2 par rapport à un niveau de 22. Plusieurs méta-analyses récentes, d'essais contrôlés randomisés, ont montré que l'association entre un taux élevé de vitamine D et un risque plus faible de diabète de type 2 est causale et dépendante de la dose. Chez les patients atteints de la prédiabète, la supplémentation en vitamine D réduit de manière significative
le risque d'évolution vers le diabète de type 2. En clair, si vous êtes supplémenté en vitamine D, le plus vous l'êtes, le plus vous vous éloignez du diabète de type 2 ou vous retardez l'arrivée de la maladie. La supplémentation au niveau plus élevé de vitamine D, soit supérieure à 50 Ng contre 30, a réduit le risque de diabète de manière plus importante de 76%. Plus le niveau atteint est élevé, plus l'effet est bénéfique, jusqu'à 60 Ng au millilitre. Cet effet était plus prononcé au milligramme, pardon. Cet effet était plus prononcé chez les patients non obèses. Étant donné que les personnes je ne sais pas si ça a pris. Mon Dieu, le problème qu'on a avec ces téléphones, c'est une catastrophe. Bon, je veux bien, je veux bien la prendre, mais là, c'est lui qui ne veut pas. Bon, c'est une vraie catastrophe. C'est tous ces téléphones, c'est une. Bref, sans commentaire. Je suis obligé de le rappeler. Voilà. C'est bon? Oui. D'accord. Étant donné que les personnes ayant un poids ou une masse graisseuse plus importante, elles ont besoin de plus de vitamine D pour atteindre un niveau sain. Il est probable que les personnes obèses n'ont pas reçu la quantité de vitamine D dont elles avaient besoin et n'ont donc pas bénéficié de la même réduction du risque que les personnes non obèses. Les patients atteints de prédiabète qui ont reçu de la vitamine D ont également eu environ 50% de chances supplémentaires de revenir à un état prédiabétique normal. La dose optimale de vitamine D dépend de nombreux facteurs dont le poids corporel et le statut en magnésium. Des taux de vitamine D supérieurs à 150 peuvent contribuer à la toxicité, mais ils sont rares. La lumière directe du soleil d'été en milieu de journée sur la peau peut produire suffisamment de vitamine D si l'exposition de la peau est suffisante. Alors ça, c'est très important. Si vous prenez des suppléments de vitamine D et si vous êtes en été, la plupart du temps, c'est pas absolument nécessaire de prendre les suppléments parce que le fait de vous exposer au soleil, naturellement, entre 15 et 30 minutes, eh bien, vous permet de fabriquer votre propre vitamine D qui est évidemment bien plus efficace. Cependant, la lumière du soleil n'entraîne pas de toxicité de la vitamine D, car lorsque les taux de vitamine D sont élevés, l'organisme cesse d'en produire. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui décide de la saturation de la vitamine D pour vous, et lorsque vous vous exposez directement aux rayons du soleil. L'exposition au soleil lorsque le soleil est à moins de 45 degrés au-dessus de l'horizon ou à la lumière du soleil à travers une fenêtre en verre, bien qu'elle puisse provoquer un bronzage, ne produit pas de vitamine D. La lumière UVB est nécessaire. Donc quand on vous donne des protecteurs, des crèmes solaires, eh bien vous empêchez en fait la vitamine D de pénétrer dans votre corps et dans votre pancréas. Donc il n'est absolument pas conseillé de les utiliser, d'abord parce que c'est extrêmement cancérigène ou cancérogène, et d'autre part, on vous explique que l'exposition au soleil, lorsque le soleil est à moins de 45 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est pas la peine que vous, lorsqu'il est à 45 degrés, de vous mettre au soleil. Il faut se mettre au soleil avant. Voilà. La plupart d'entre nous ne consomment pas suffisamment de vitamine D en raison de leur exposition limitée à la lumière du soleil, surtout en hiver, bien que les dermatologues avertissent que l'exposition au soleil peut provoquer un cancer de la peau. Des données récentes suggèrent qu'une exposition modérée au soleil qui produit de la vitamine D peut protéger contre le cancer. Alors là, vous réfléchissez tout d'un coup, puis vous vous dites, mais en Afrique noire, ils sont toujours au soleil, ils n'ont pas de cancer. Non, ils n'ont pas de cancer. Mais bon, ils ont la peau noire, ils ont la mélanine qui est beaucoup plus foncée que la nôtre, donc ils ne brûlent pas comme nous, ils ont trouvé les moyens d'y résister et ils ont les capacités pour le faire. Mais c'est quand même contradictoire à ce que disent les dermatologues.
On nous arrête pas de nous dire si vous mettez au soleil, c'est dangereux. Mais non. Se mettre au soleil, ce n'est pas dangereux. Ça dépend comment vous vous mettez au soleil. Si vous restez en plein cagnard pendant des heures sans bouger, juste simplement pour avoir la peau noire, bon, il est certain que c'est très dangereux. Vous pouvez même vous retrouver à l'hôpital parce que vous êtes complètement déshydraté. Donc il faut savoir mesurer en tout. Étant donné que 75% de la population adulte mondiale présente un taux insuffisant de vitamine D, la plupart d'entre eux courent un risque accru de développer un diabète. Il n'est donc pas surprenant que le diabète soit en augmentation. Et les conseils des dermatos peuvent aller en faveur du diabète parce que justement les gens ne se mettent pas assez au soleil. Et comme je le répète, on ne vous demande pas de vous mettre en plein cagnard. On vous demande de bénéficier de ce rayonnement du soleil pour pouvoir vous nourrir et enrichir ces mitochondries, ces batteries qui ont besoin de ce soleil naturel pour faire fonctionner tout votre système immunitaire. Voilà. Alors, bon, excusez-nous pour le couac de cet article, j'ai commis quelques erreurs, je l'avoue. Pourquoi? Parce que j'ai copié deux fois la même chose, et ce qui fait que ça nous a entraîné. Oui, écoute, ça arrive. T'en fais tellement lors d'une journée que voilà. Ça nous a quand même entraîné dans une petite confusion. Donc je vais régler ce problème-là tout de suite. Je vais le relire et le. Il y aura une petite sanction quand même. Tant que c'est avec toi, ça ira. Ok, au revoir. Alors, je vais vous laisser parce que je vais prendre ma sanction. Et puis, je vais vous dire à très très bientôt. Je vais te la prendre. L'attention. Bon, eh bien... Alors, un excellent dimanche. Excellent dimanche, profitez-en, reposez-vous. Gardez espoir, les choses vont changer, soyez-en certains. Restez convaincus d'être dans la vérité, c'est le plus important. Ah oui. À cela, nous vous saluons, Loloute et moi, et nous vous disons certainement à demain, si vous le voulez bien. Salut, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.